Bien, nous allons donc commencer cette seconde partie traditionnelle. Après chaque cours dans Sam Kiefer, nous consacrerons à peu près 1 heure à discuter avec un invité, comme vous l'avez vu dans le programme, donc sur une des questions essentielles qui est posée aujourd'hui, celle de l'abstraction, celle du poème, celle finalement de l'incarnation du monde par l'art, possible, pas possible. Donc la question reste posée, elle est éternelle, vous le savez. Donc je me présente brièvement, j'ai l'honneur je suis Paul Ardenne, donc universitaire, historien de l'art. J'ai l'honneur, je remercie Anselm Kiefer, donc de modérer en quelque sorte les discussions après les leçons, en tout cas pour les 3 premières d'entre celles-ci qui auront lieu au Collège de France, puisqu'après il y aura un déplacement dans les ateliers de l'artiste à Croissy et Barjac. Alors je voudrais vous présenter d'abord à ma gauche Catherine Mété, qui donc est artiste, plasticienne, mais aussi pour nous, et là, en tant que traductrice attitrée d'Anselm Kiefer, donc quelqu'un qui l'accompagne depuis longtemps dans ses textes et dans son rapport, comme vous l'avez vu, très intéressant à la France et de fait à la langue française. Comment serait-il autrement quand on s'intéresse à Paul Celan et à tout ce que Paul Celan, le poète que vous connaissez, a pu dire sur la langue. Notre invité aujourd'hui, donc notre interlocuteur principal, est Olivier Quéplin, donc à ma droite. Olivier Quéplin, donc Olivier, je veux dire, je ne vais pas faire semblant de vous voyez, on se connaît depuis assez longtemps. Brièvement, pour vous présenter Olivier Quéplin, je dirais qu'il y a 3 axes dans sa carrière, sa passionnante carrière. Donc, d'une part, la littérature, puisque je crois que s'il intervient d'abord ici, si on a souhaité sa présence, c'est d'abord parce que c'est un auteur. C'est quelqu'un qui écrit de l'histoire de l'art, mais aussi des textes, de la poésie, qui a travaillé dans un très grand nombre de revues littéraires, qui a suscité l'existence de certaines d'entre elles. Bon, c'est un premier point. Également la radio, c'est un homme de parole, très attentif à la transmission. Et ceci explique que, par exemple, vous avez un temps été directeur adjoint tu as été pendant un temps directeur adjoint de France Culture, notamment pour les services des programmes culturels. Et enfin, et surtout aussi, c'est pour ça que tu es surtout connu aujourd'hui, le service public de l'art, notamment au ministère de la Culture, à travers l'inspection, à travers la délégation aux arts plastiques, la conception d'événements importants qui finalement s'inscrivent dans le paysage institutionnel de l'art vivant, comme la Force de l'Art depuis 2006, Monumenta, donc, dont tu as ouvert le cycle, donc Anselm, en 2007. Voilà, actuellement, donc, tu es le directeur du Palais de Tokyo en charge de la préfiguration de ce qu'on appelle l'aile ouest, la fameuse aile ouest. Pour une fois, on va vers l'ouest, on ne va pas vers l'est, ici. Ça peut changer vite, oui, je ne sais pas. Qui ouvrira normalement en 2012. Voilà, donc je voudrais, pour commencer, peut-être demander à Olivier de prendre la parole, peut-être un petit peu, et justement pour... te demander de réagir justement sur cette question des rapports, puisqu'il s'agit, on part d'un poème qui est Marine d'Arthur Rimbaud, c'est un poème évidemment complexe qui semble mettre en phase une métamorphose très, très évidente dans le rapport qu'on a au langage, à ce qu'il est censé nommer, au profit d'une très grande liberté, une liberté qui, on arrive à recréer un monde, le monde poétique, comme on disait dans les années 70, au temps du structuralisme, ce que l'art d'Anselm Kiefer, au fond, voudrait faire, sur un plan analogique. Oui, alors, évidemment, il ne s'agit pas de parler du poème simplement en tant que tel. Ce poème qui a produit beaucoup de littérature. Certains même disent que s'il ne fallait lire qu'un seul poème de Rimbaud, disent-ils, enfin, surtout un auteur, eh bien, ce serait celui-là. Mais bien sûr de le faire en relation avec l'œuvre d'Anselm Kiefer. Et peut-être, je dirais, quelques mots du poème pour arriver à une des idées importantes. Vous avez vu que dans la communication, le texte de la parole d'Anselm Kiefer, il y avait un grand nombre d'idées qui permet d'imaginer, de discuter, de ressentir, mais il y en a une qui a été abordée très rapidement au début de la communication, c'est celle de l'abstraction.
Alors en fait, ce qui est passionnant dans le texte de Rimbaud, c'est que on assiste presque en in vivo à la naissance de ce que c'est qu'une abstraction et à la déstructuration, décomposition d'une figure. Alors, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que si je me permets ça pendant 3-4 minutes avant que nous entrions sur cette question de l'abstraction, c'est parce que il y a quelque chose que je crois très juste qu'a dit Anselme tout à l'heure, c'est que au fond, un texte existe à partir d'additions, d'interprétations. Il dit même dans son texte que la vérité est peut-être entre toutes ces interprétations, ces additions de sens. Donc en 3-4 minutes, essayons sur cette question de l'abstraction d'en dire une nouvelle, ou peut-être une qui est déjà partagée d'ailleurs par un certain nombre d'autres. En fait, ce poème nous donne le monde, c'est l'univers qui est là. Mais dès les premiers mots, il va commencer à le défaire. Les chars d'argent et de cuivre, là, rien ne se défait. Nous sommes presque dans une figure mythologique, une figure assez connue, qui appartient même à des poésies parfois académiques. Le deuxième vers, les proues d'acier et d'argent, commence à évidemment semer le trouble, puisqu'il s'agissait de chars d'argent et de cuivre, et voilà qu'au milieu de ces chars, ou à côté, ou en plus de ces chars, eh bien, il y a des proues, il y a des bateaux. Et pour bien montrer qu'il y a une connexion entre ces deux images, le mot argent revient 2 fois, c'est-à-dire que ces bateaux et ces proues sont faits d'argent, de cuivre, d'acier, d'argent. Donc on voit bien qu'il lie ces 2 éléments, il les balance, les proues et les chars. Qu'est-ce que ça donne comme couleur? Argent plus cuivre plus acier plus argent, c'est difficile. Je pense qu'il ne faut pas essayer, comme certaines interprétations le font, de dire « Ah bah oui, le cuivre ça veut dire la rouille, l'argent ça veut dire la lumière, l'acier la solidité, c'est le métal, le bois, enfin etc. ou différents métaux ». Non, je crois que ça veut dire simplement qu'il est en train de créer abstraitement dans notre imaginaire, dans notre imagination, une teinte, une couleur, avec une série de nuances. Que font ces chars et ces proues? Ils battent l'écume, mais en même temps, ils soulèvent les souches des ronces. Alors là aussi, on voit ce jeu des contraires. Battre l'écume, on a tout de suite en nous, bien sûr, les souvenirs de ce que peuvent être le jeu que nous pouvons avoir qui crée cette écume, ou bien la simple écume des vagues. Et cette dentelle, qui est une dentelle fluide, liquide, est associée à une autre dentelle qui, cette fois-ci, n'est pas douce, n'est pas bonne, on ne joue pas avec, ou si on joue, on se fait mal. C'est cette dentelle des ronces, des souches qui sont dans la terre, qui prennent la terre, l'écume file. Mais par contre, ces 2 dentelles, parce qu'il s'agit bien de ça si vous les regardez, avec leur vide et leur plein, sont totalement différentes. Et voilà le liquide et le solide, la piqûre, la blessure et la douceur de l'eau qui, encore une fois, ne font qu'un. Quand on continue, on peut dire aussi battre l'écume et soulève les souches. Donc un mouvement est indiqué. C'est un mouvement dans lequel il y a 1, du rythme, 2, les choses s'élèvent. L'écume est battue et en même temps, nous allons vers un mouvement de soulèvement. Il y a un double mouvement en quelque sorte. C'est déjà différent. Avant, on a point contre point, on mêle les choses, on les modèle, et là, un mouvement traverse, qui est un mouvement qui nous dit rythme et qui nous dit mouvement vers le haut. Alors évidemment, c'est souvent fait d'ailleurs, il y a 2 poèmes on va dire, en vers libre dans les Illuminations, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, et c'est Mouvement.
Là, vous avez toute une littérature qui peut-être n'est pas la peine, on n'est pas obligé d'en faire référence, mais c'est des analyses très précises, très intéressantes sur le nombre de syllabes, les déstructurations, les arythmies, etc. Enfin, on pourra en parler si l'on veut, mais le sujet, c'est l'œuvre d'Anselme et les questions qu'elle pose en regard de la poésie et non pas le texte lui-même. Donc, ce mouvement, ce rythme, on peut peut-être aussi dire qu'il est assez étrangement proposé, parce que il nous dit dans les vers suivants, il nous dit la chose suivante: les courants de la lande et les ornières immenses du reflux. Alors là encore, un contrepoint évidemment clair, qui est le courant de la lande. D'ailleurs, là, c'est peut-être moins abstrait qu'il n'y paraît, parce qu'on sait très bien que c'est une image stéréotypée. Quand le vent souffle sur la lande, on peut y voir quelque chose qui, de l'air, passe au liquide dans notre, on va dire, dans notre lexique perceptif. Mais par contre, ce qui est plus intéressant, c'est ce rapport qui est fait entre les courants et l'ornière. Parce que là, déjà, les choses deviennent difficiles, les choses se concrétisent. Le courant, c'est quelque chose qui file, que ce soit celui métaphorique de la lande ou bien celui que l'on voit dans les rivières et les mers. L'ornière, c'est tout le contraire. C'est la trace qui est faite dans la terre. Généralement, ça renvoie au chariot. C'est quelque chose qui va receler un creux, un gouffre. Là encore, on voit que cette idée du mouvement qui traverse le gouffre est quelque chose de très important. J'ai envie de dire chez Rimbaud, mais si je peux me permettre, en espérant ne pas me tromper, dans l'œuvre d'Anselm Kiefer, dans le fameux poème Mouvement, il y a l'autre qui suit, il y a une phrase qui dit « le gouffre a les tombeaux ». Les tombeaux, c'est une partie de la quille qui, au contraire, remonte la quille vers le haut. Donc, le fait de mêler les deux nous montre déjà cette contradiction. Alors, on peut terminer en disant la chose suivante, c'est que ce jeu nous a dit que la terre et la mer étaient la même chose, nous a dit que le rythme, que le mouvement de l'esprit traversait les deux, mais le mouvement de la matière, le mouvement littéral, lande, ornière, courant, reflux, nous sommes dans un endroit que nous ne connaissons pas, en tout cas, ce qui est sûr. Alors, cet endroit que nous ne connaissons pas, on peut peut-être en dire deux mots, parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que ce mélange qui est là très fortement affirmé? C'est peut-être la suite d'une pensée d'un philosophe que nous connaissons bien tous, qui est le philosophe Héraclite, qui nous dit que la mer, comme vous savez, devient l'air, que l'air devient la pluie, que la pluie devient la terre, et qu'ainsi le mouvement est le principe du monde, est la seule totalité. Chez Héraclite, il n'y a pas de totalité autre que le mouvement. Donc, sur cette réaffirmation, on peut peut-être aussi dire, et là ça pourrait être le sujet sur lequel Anselm pourra d'ailleurs nous dire plus, c'est que la fin du poème dit que ce mouvement donc file circulairement vers l'est, les piliers de la forêt et les fûts de la jetée. Et c'est le troisième élément qui apparaît et qui est aussi très présent dans l'œuvre d'Anselm Kiefer, c'est la construction, c'est l'architecture. L'eau, la terre, évidemment, sont des faits de nature. Alors j'ai envie de tourner un peu à partir de l'histoire de la peinture allemande notamment, les piliers de la forêt. Les piliers de la forêt parce que nous connaissons des grands tableaux allemands, ceux de Gaspard David Friedrich, mais tout à l'heure, Anselm, tu parlais des Nazaréens qui ont fait aussi des tableaux de cette sorte, où les arbres sont comme des piliers de cathédrale, ce sont vraiment des constructions. Quant à une jetée, bien sûr, c'est un fait de civilisation. Elle existait en bois dans le temps, elle existe en métal, en ciment, mais c'est bien une construction du dessin humain, et c'est le troisième élément, terre, mer, et ce dessin qui est le dessin de l'architecture, qui sont emportés dans ce tourbillon, cette tornade. Alors moi, je serais à moitié d'accord, comme Anselm m'a dit, mais n'hésite pas à dire ce que tu as envie de dire, avec l'idée du circulaire et du linéaire. Je me suis plongé dans des tas de textes scientifiques, je ne suis pas très, très fameux là-dessus, mais il y a un phénomène physique qui existe, qui est celui de la tornade, du cyclone, où évidemment
elle existe en soi, comme nous l'a bien dit, comme le poème et comme l'œuvre, c'est-à-dire que la dépression et l'antidépression forment un mouvement du haut du bas, mais ce circulaire nous emmène, etc. En gros, en fait, tout a petit à petit été déstructuré, tout a été saisi dans un principe, celui du mouvement, et c'est avec ces viatiques qu'on nous propose de traverser cette forme qui n'est plus une forme, qui annonce ce qu'on appellera l'art informel, la première proposition peut-être, ou une des propositions qui concerne l'abstraction au XXe siècle. Donc on a devant nos yeux, in vivo, la naissance de ce qui permet de voir naître une abstraction. Bien, merci donc pour cette analyse. Alors moi, je vais recentrer un petit peu le propos sur la peinture, les travaux artistiques d'Anselm Kiefer, parce qu'il n'y a pas que la peinture, en partant d'une contradiction, quelque chose qui m'apparaît très contradictoire. C'est-à-dire que quand tu commences à travailler, dans les années 60-70, il y a un dogme artistique dominant qui est l'abstraction, en particulier à travers l'hyper-représentation de l'expressionnisme américain, représentation même politique, puisqu'on sait qu'il a été défendu via certaines fondations par la CIA. Vous savez, tout ça est très complexe. Et tu apparais tout de suite comme quelqu'un qui s'empare de la figure. C'est-à-dire que contre ce dogme-là, tu produis de l'art concrètement figuratif. Bon, d'ailleurs, au départ, par une sorte de simplification, tu seras associé au mouvement dit du postmodernisme, du retour à la peinture, de la peinture, ce qu'on appelait dans les années 80 la pittura colta, les anachronistes, les peintres cultivés. Bon, bien, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand on me parle ici de ce poème Marine comme de l'équivalent d'une naissance de l'abstraction, ce dont je ne suis pas tout à fait sûr, parce que c'est plutôt une illumination. C'est quelque chose comme une saisie brutale qui renvoie à l'art poétique de Rimbaud aussi, qui dit à un moment donné, finalement, je regardais une usine et je voyais une mosquée. Il dit ça comme ça, et puis finalement, ça ne me dérangeait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, comment on peut partir de ce poème-là, qui déstructure, ça je suis tout à fait d'accord, le réel, dans une vision presque apocalyptique, d'une certaine manière, où il n'y a plus de normes, il n'y a plus de dessus, de dessous, d'avant, d'après, tout est transmutable, réversible, et être l'artiste que tu es d'emblée dans les années fin 70-80, quand tu apparais au niveau international, c'est-à-dire l'artiste non seulement de la figure, mais du réenracinement de formes figuratives très puissantes, puisque mythologiques toujours. Je pense à l'épée Nothung, par exemple, les formes tout le mythe des Nibelungen, les forêts allemandes. Je pense aussi à l'épée, l'épée Nothung. Enfin bon, voilà. J'ai un peu de mal à faire le lien entre vous deux. Alors, on peut dire que quant à l'abstraction, on peut. Ça marche pas ? Ah bon. Ça va ? Alors, il faut dire d'abord que les peintres ont beaucoup appris des poètes en faisant l'abstraction. Parce que alors je pense à Tristram Shandy, à Laurence Sterne, qui sont d'abord inventé l'abstraction ou le chef-d'œuvre inconnu. Alors là, Balzac a inventé l'abstraction avant que le poète le faisait. Et pour cette raison, il y a une différence d'abstraction dans ce poème, de l'abstraction de Kandinsky, par exemple, absolument. Parce que dans son poème, il y a quand même les mots. Il y a des mots qui signifient quelque chose, même s'ils signifient le faux, ou qu'ils signifient quelque chose qui est complètement pervers, mais ils signifient quelque chose. Mais une peinture qui n'est que des lignes et des couleurs, ça ne signifie pas quelque chose. S'il n'y a pas une chose qui vient avec l'abstraction, alors moi je crois une peinture abstraite où on ne ressent pas l'émotion que l'artiste a éprouvée quand il l'a fait, c'est plus intéressant. Alors il faut toujours l'émotion aussi. Même avec une peinture abstraite, il faut qu'on peut ressentir l'émotion de l'artiste. Et ça, c'est la différence entre, par exemple, comme je l'ai fait, entre Donald Judd et Walter de Maria.
Et alors, tu as parlé de mes commencements dans les années 60-70. C'est vrai, là, il y avait une dogme. Il y avait un dogme. C'était le minimalisme, c'était l'art conceptuel. Et moi, j'avais un combat contre ça parce que ça ne m'était pas assez. Alors, et il y avait un dogme très fort, mais je ne suis pas contre le dogme. Je peux dire que j'étais heureux de ce dogme parce qu'il y a quelque chose à lutter contre. Et cette lutte, maintenant, aujourd'hui, je ne le vois plus. Il y a peut-être les luttes, si c'est 1 million, 3 millions, mais il n'y a pas une lutte de contenu. Et ça me manque. Oui, sur justement les contenus, abstraction. Alors moi je pense que, contenu. enfin je ne sais pas parce que Anselme n'a pas développé, mais je pense que c'est certainement ça qu'il voulait dire. Je veux dire, l'abstraction formelle est une chose, Donald Judd est une chose, mais là je crois qu'on parle d'abstraction comme principe, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a des choses figurées que la pensée n'est pas abstraite. D'ailleurs, comment se termine ce poème et donc j'avais gardé, je n'ai pas parlé du dernier vers naturellement parce que c'est celui qui tout d'un coup fait 14 syllabes, alors que tous les autres se réduisaient 10, 9, 8, 7, tac, il met un dernier. Et le dernier, c'est sur le fait que l'angle en fait, de la jetée est heurté, c'est-à-dire que c'est violent, est heurté par des tourbillons. Il n'y a rien de plus... En gros, quand on lit toutes les définitions, comment dirais-je, scientifiques qui ont eu des métaphores, tornade, tourbillon, c'est un cyclone. Tourbillon, c'est une des choses les plus violentes. Tourbillon de lumière. Alors, on voit bien que toutes ces annulations de l'un par l'autre, tous ces mélanges, etc., arrivent à ce que tu as dit d'ailleurs, qui est le titre de son poème, c'est Illumination, tourbillon de lumière, mais... Peut-être qu'un tourbillon de lumière n'est pas abstrait, qu'il est figurable, mais en tant que principe mental, il est totalement abstrait. C'est ça que c'est cette abstraction-là, non pas l'abstraction de l'histoire de l'art qui va nous dire Mondrian est abstrait, ou bien ce cher de Ravalier qui nous a quittés, qui montrait comment Kandinsky avait créé l'abstraction, mais l'abstraction de la pensée, même si naturellement une pensée abstraite peut se jouer des figures. On sait. Oui, non. Bon. Il a pas entendu. Non. Bon. Non, vous y allez, Catherine? La dame à ma gauche m'a raconté quelque chose de très intéressant. Vas-y. Dis-moi, qu'est-ce que tu... Encore une fois. C'était au sujet du tourbillon de lumière. Oui, non, tu rappelais, Olivier rappelait que le terme abstraction est problématique en soi. Il y a une infinité d'abstractions entre les. Tu as montré des premières improvisations de Kandinsky où on voit encore la figure. Ça venait d'ailleurs de la musique aussi au départ. Bon, essayer de figurer quelque chose comme une rythmique dans l'image. Oui, on peut oser dire que l'abstraction dépend de quelque chose. Alors, l'art, la peinture a créé une aura. Une certaine aura d'authentisme, etc. Et l'art abstrait a repris cette aura. Alors, elle a dit, ils ont dit, alors par exemple, Rothko ou Barnett Newman ou Kenneth Noland, on suppose quelque chose derrière, à cause de cette aura que les œuvres d'art ont. Et c'est pas seulement qu'on suppose quelque chose derrière, une âme, on pourrait dire peut-être, mais aussi l'histoire de l'art. Comme ils sont contre quelque chose, ils dépendent aussi de ceux vers lequel ils sont. Alors, ils sont historiques. On peut dire l'art abstrait est historique, parce qu'il dépend de l'histoire. Il n'était pas si fulminant ou si intéressant s'il n'y avait pas l'autre avant. Tu comprends? S'il n'y avait pas eu même du côté russe, finalement la défense par Zhdanov du réalisme socialiste, avec une demande implicite à tous les artistes s'opposant à l'impérialisme américain entre les années 40 et 70, à savoir de faire du réalisme pur et dur. Le Mété parle de tourbillon de lumière. Prenons Ezra Pound, quand il dit qu'il veut arriver à quelque chose qui soit
comme une espèce de saisie d'une forme devant lui. Il dit il y a deux manières, soit on fait le vide. Et c'est une poésie qui peut s'originer dans le coup de dé de Mallarmé, avec tout ce travail du Blanc chez André Dubouchet, Alain Weinstein, d'autres, des premiers travaux. Soit il dit on bombarde d'images qui font tellement d'images qu'au bout le blanc se fait. Et donc c'est une autre manière d'arriver à la réalité de l'abstraction. Oui, moi je pense que plutôt que parler d'abstraction, figuration, qui sont des oppositions quand même très tranchées, un peu caricaturales, parce que même dans toute figuration, il y a de l'abstraction, et inversement, on peut représenter le mental, même s'il n'y a pas de figure. Bon, et quant à l'incarnation qui se joue dans les œuvres abstraites, personne ne peut nier qu'elle existe chez des gens comme Yves Klein, par exemple. Bon, elle est comme déposée là par une sorte de mystère qu'on peut appeler l'aura, qu'on peut appeler peut-être la puissance culturelle de l'histoire qui nous impose de considérer qu'il y a quelque chose comme de la matière humaine là-dedans, alors qu'au fond, Fontana nous montre que c'est jamais qu'une toile. Hein, si on la perce, on met le doigt à travers et il n'y a rien du tout. Bon, mais plutôt que ça, moi, c'est sur la notion de densité que j'aimerais réfléchir, parce que tout ce qui s'est toujours joué dans l'histoire de l'art, en tout cas moderne et jusqu'à aujourd'hui, c'est un principe de valorisation de la densité. Et au fond, les gens qui allaient à l'abstraction, Kandinsky, etc., les premiers abstraits, les futuristes, etc., voulaient mettre la densité maximale dans le tableau. Comme Joyce voulait mettre tout l'univers, disait-il, dans une coquille Saint-Jacques. Bon, c'est la même chose. Or, on voit bien qu'à un moment, toi, en ce qui te concerne, tu considères qu'il n'y a plus de densité dans ce travail-là. On pourrait presque dire, il y a une escroquerie dans l'abstraction, comme quand, par exemple, je me souviens avoir vu ce catalogue d'œuvres de Donald Judd, hein, donc sur lequel tu écris Donald Judd cache Brunhilde. Bon, Brunhilde, oui, héroïne... Non, j'ai utilisé un catalogue d'exposition qu'il a fait à Berne dans les années 70, je crois, et il y avait les dessins de construction où il construisait ces caisses, et j'ai mis des pornos là-dedans, alors des femmes nues comme ça, et j'ai dit Donald Judd hides Brunhilde, il cache Brunhilde. Alors je voulais dire il faut quelque chose là-dedans. Alors il a mal pris ça. Oui, mais au fond... Il m'a haïssé jusqu'à ce qu'il était mort. Oui, mais tu ne faisais que mettre de la densité dans une autre densité. La densité, sa densité à lui, c'était celle finalement de la recherche, la quête d'une sorte de forme pure, autosuffisante, autoréférentielle, autotélique, comme on disait à cette époque-là. Et toi, tu remettais du corps, tu remettais du vivant, du mythique, de la mythologie, des femmes allemandes. Je le rappelais qu'il a peut-être encore quelque chose dans sa tête qu'il pourrait mettre là-dedans. Ah, ça c'est... Bon. Non, bon... Évidemment, l'histoire abstraction-figuration pour l'histoire de l'art, c'est dépassé, c'est pas la question. Mais ce qui est une abstraction dans la pensée, ça c'est là. Parce que ceux qui regardent les tableaux d'Anselme et qui les regardent et qui disent, bon, alors voilà, c'est un champ de bataille, ou bien c'est une magnifique constellation stellaire avec des personnages centraux de l'histoire ou de la littérature, etc. Bon, très bien, on peut faire ça et écrire tout ça, mais je ne crois pas que ça résume en quoi que ce soit ton œuvre. On peut toujours décrire ce que l'on voit. Et c'est là où il y a des œuvres, en fait, effectivement, on peut s'arrêter là, parce que tout a été dit, bien dit, c'est littéral, c'est parfait. Et puis il y a des œuvres où l'abstraction travaille tout ça et fait que ça ne suffit pas de dire tout ça, parce que sinon on ne comprend rien à l'œuvre. Peut-être ça nous aide si on pense à Fontana, par exemple. Alors il n'y a rien, il n'y a qu'un truc, une fente, non? Une fente. Mais ça c'est intéressant, parce que c'est une agression sur le tableau, ça fait penser à quelque chose, c'est une action derrière, c'est un remnant, une trace d'une action, et on sent quelque chose comme une émotion de l'artiste quand il perce sa toile. Alors c'est complètement différent. Par contre, ceux de Donald Judd, c'est un autre problème que j'ai parlé, je crois, aux leçons inaugurales, quand l'art devient design. Alors l'art prend toujours des choses des autres Gebiete,
les autres domaines, alors du design, du kitsch, de n'importe quoi, de la littérature. Mais il faut qu'il transforme ça. Et on peut faire l'art, on peut prendre des choses de design, mais si c'est reste sur le design, c'est du design. Mais moi, je voudrais peut-être plus insister, densité, neutralisation aussi, dans le travail d'Anselm Kiefer. Bon, tous ceux qui connaissent sa peinture, ses sculptures, savent que tout est toujours très dense, même d'un point de vue matériel. Par exemple, dans la cour chez toi, il y a un élévateur, hein, donc ça veut dire que c'est aussi du dense, au sens du lourd, au sens de la gravité. Il y a des choses qui pèsent. Bon, neutralisation, parce que tout est toujours comme arrêté. Hein. Il y a une saisie de l'histoire, de mythes, de choses comme ça, qui sont tout d'un coup pétrifiées, qui sont rouillées, usées, à l'inverse, justement, du poème de Rimbaud, qui, lui, est pure activation vorticiste. Enfin, mais Paul, c'est pas arrêté, c'est le contraire. Quand ça rouille, ça continue. On ne peut pas arrêter la rouille. Ça continue toujours, vous le savez, non? Non, avec l'acier Corten, ça s'arrête. Oui, mais le Corten, je n'utilise pas. Non, bon, d'accord. Ça s'arrête. Vous savez que c'est un traitement de cuivre qui fait que ça rouille en surface et après, c'est terminé. Comme Richard Serra l'utilise, lui, il n'utilise que le Corten, hein, bien évidemment. Oui. Bon, non, cette idée de la métamorphose, quand même, est importante, très baudelairienne. Hein, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Ou inversement, tu m'as donné de l'or et j'en ai fait de la boue. Ou tu m'as donné de l'or et j'en ai fait du plomb. Hein, puisque finalement, avec l'or des mythes, vous avez fait beaucoup de choses. Ça, on n'est jamais arrivé. En plomb. On arrive de faire du plomb de l'or, mais pas l'inverse. Hein, bon. Donc, je voudrais revenir à cette question, rendre les incompatibles compatibles. Pourquoi revenir à ça? Parce qu'au fond, ça serait ça la force de l'art. Si l'art a une force, c'est finalement là où le réel s'impose tel quel. Bon, d'une manière qu'on ne peut finalement que subir pour ce qu'elle est, l'art, lui, permet la transformation du réel. Dans ce poème, oui. Et dans tout travail artistique. Ah oui, c'est toujours une transformation, oui. Absolument. C'est d'abord une purification, après c'est une dissolution, et après c'est la coagulation. Ce sont les 3 étapes de l'alchimie. Mais il y a aussi une question de substance. Et là, bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce qui m'est apparu assez troublant dans cette leçon, dans ce cours, c'est qu'on parle d'une chose, d'un état, et de son contraire. L'être, le néant, par exemple. Bon, avec Mallarmé, on va vers le silence, comme Claudel disait, Mallarmé disait la catastrophe d'Iguitour. Oui, on parle de l'impossibilité. Voilà. Ou alors, tu parles matière, immatière, par exemple. Oui, non, plein, vide. Non, je parle de l'impossible, parce que l'artiste veut le maximum. Alors c'est le néant. Le maximum, c'est le néant. Mais pour démontrer le néant, il faut un peu de truc. Il faut quelque chose de matière. Alors c'est toujours contradictoire, c'est toujours impossible tout ça. C'est le drame dans das Unbekannte Meisterwerk, le chef-d'œuvre inconnu. C'est la tendance vers l'absolu qu'il y a aussi. Oui, c'est la tendance vers l'absolu qui cherche le néant, mais le néant, on ne peut pas démontrer par le néant. Il faut une petite quantité de matière quand même. Moi, je peux réagir, mais je ne suis pas l'invité. Donc Non, moi, je dirais 2 choses. Le nom du néant, ça peut être celui de l'absolu, quand tu as parlé du tableau ultime. Et évidemment, si le néant est totalement déserté, s'il est totalement vide, on ne voit pas trop l'intérêt du néant. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Michaud. Quand Michaud, justement, dit ça, je suis pour dire quelques mots, on voit les choses, on voit ce qui se passe, on voit les gens, on voit l'autre, on voit dans tes tableaux, on voit toute une série de choses, et on peut préférer ça, on peut aimer ça, et tout d'un coup, il dit dans un de ses poèmes qui s'appelle « L'infini turbulent », enfin un de ses livres, il dit « Au-delà de la préférence, dans l'enchantement de la pureté absolue, là où l'impureté ne peut être ni conçue, ni senti, ni avoir de sens. J'entendais le poème admirable, le poème grandiose, le poème interminable, le poème au vers idéalement beau, sans rime, sans musique, sans mots,
qui sans cesse scande l'univers. Donc on voit bien qu'il est là devant quelque chose qui est peut-être rien, mais qui est habité par exemple, ce que peut montrer une œuvre, notamment celle d'Anselm Kiefer, qui est sans arrêt dans ce travail de la métamorphose. C'est-à-dire, il y a tout le temps, comme ça a été dit, un débat entre la réalité, la forme, la vision de l'artiste. D'ailleurs, pour être jargonneux 2 secondes, il y a quelqu'un qui a très bien parlé de tout ça, qui s'appelle Jacques Lacan, et qui a fait une différence entre la réalité, on est tous d'accord, ça s'appelle une bouteille, ça s'appelle un verre, donc ça c'est la réalité, il y a un code, il y a un lexique, il y a une grammaire. Mais il dit, mais après avoir dit ça, il y a autre chose, c'est le réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Anselm Kiefer va s'emparer de ce visage, va s'emparer de ce chant, va s'emparer de ce plomb, etc., il va y avoir un rapport qui ne va cesser de bouger entre lui-même, l'œuvre qu'il fait, les matériaux qu'il pense, ça va être un mouvement permanent. Et ça, Lacan, figurez-vous, il prend comme exemple l'autiste, l'enfant autiste, qui ne peut pas produire du langage, qui ne peut pas désigner, qui prend, qui saisit, qui pose, qui retourne, et il dit ça c'est le réel, et c'est ça qui, en dehors de symbolique, nous lie le plus profondément au cœur de la substance. Donc je pense que l'œuvre d'Anselm Kiefer, c'est là qu'elle nous produit sa plus grande expérience. Le néant, je dirais alors dans une autre main, ça peut être le nihilisme, ça peut être la négativité, et ça peut être quelque chose effectivement dangereux. Mais je ne crois pas que l'art puisse se passer de cela. Et pour être peut-être, j'espère pas trop pessimiste, mais disons, certains me reprocheront ce que je vais dire, il y a beaucoup d'œuvres d'art du moment, je ne sais pas si c'était comme ça quand nous avions 20 ans, au 19e, qui sont, comment dirais-je, dévorés par le nihilisme, où il n'y a presque rien à voir. Et nous passons rapidement dans des expositions où il n'y a presque rien à voir. Et donc, je pense que ce nihilisme qui travaille l'art, eh bien, il permet à un certain nombre d'autres artistes, d'autres créateurs, de faire ce pas qui dit non. Parce que moi, ma vision, ma volonté, ma conscience, etc., au fond, il faut que l'art contemporain soit travaillé par le nihilisme, parce que ça permet aux œuvres qui s'y opposent, aux œuvres qui proposent autre chose, qui proposent encore une signification affirmée, avec un nom derrière cette signification, eh bien, de nous donner une vision du monde. Et je crois que c'est vraiment aussi, me semble-t-il, moi, si j'aime l'œuvre d'Anselm Kiefer, c'est à cause de ça. C'est parce que ce nihilisme est contredit. Oui, je crois que c'est moins le nihilisme, c'est plutôt la confusion. Alors, on confond les choses, on confond tout. On confond l'art avec la vie, et on ne sait pas plus. Et comme ça, c'est la confusion qui règne, je crois.